La motion pour ce troisième match, c'est bien. Cette assemblée pense que l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, doit être légalisée. Et la flash 2 représente la proposition, n'est-ce pas? Et la flash 2 est composée de Arodekon Michael. Voilà Michael, merci d'applaudir. Nous avons Adjawinou Hector Larios. Nous avons Lanon Juste. Et enfin pour la proposition, Adjo Fogué Reine Yolande. Et l'équipe de l'opposition, l'EPAC, est composée de Anago Christian. Voilà Christian. Togla Iskundar. Hungbeme Hospice. Et enfin, Kater Rennes. Donc voilà, sans plus tarder, avec la permission des membres du jury, je lance le débat. Merci à vous. Excellences, messieurs les membres du jury, cher public, recevez nos salutations les plus promptes. Il était une fois, dans mon quartier, une fille. Bénédicta, elle s'appelait. Elle avait 13 ans. Nous étions en classe de 5e en ce moment-là. Elle était très belle, très sérieuse, très intelligente et très brillante. Un jour, lors des journées culturelles, vous le savez bien, que c'est le moment de la festivité et d'effervescence. Elle se laissa à un jeune homme qui l'enceinte. Honteuse et confuse, du fait que la société réprime l'avortement à travers l'éducation, elle prit des médicaments clandestinement. 2 jours plus tard, elle a commencé à saigner. Saigner, au point où, en moins de 3 jours, l'intelligente Bénédicta partit. Elle rendit l'âme. Si c'était votre cousine, si c'était votre sœur, si c'était votre enfant, le bon jugement vient de l'expérience. Et l'expérience vient du mauvais jugement. Si l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse était légalisée, serait-elle morte ou vivante? Choisissez. L'avortement est un concept du genre masculin. Et dans sa clarification, est l'expulsion du produit de la conception avant son terme de viabilité. C'est l'expulsion du fœtus provoqué avant son terme de viabilité. Légaliser donc, c'est rendre légal par des normes, des règles, c'est des lois. Sans transition, mes coéquipiers et moi sommes chargés de vous montrer l'opportunité, je dis bien l'opportunité, la nécessité de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Dans un premier sens, montrer en quoi la légalisation de l'IVG montre
une grande opportunité sur le plan socio-médical, c'est-à-dire les cas de viol, les cas de santé physique, les cas de l'inceste, les cas de malformation congénitale. Dans un deuxième sens, en quoi la légalisation de l'avortement participe à la régularisation du phénomène FIMR et permet d'éviter les avortements clandestins. Alors, quand nous nous préparons à discuter avec quelqu'un, nous consacrons un tiers du temps à penser à ce que nous voulons dire à l'autre et aux 2 tiers à ce que l'autre va nous dire. Alors, chers camarades de l'opposition, nous sommes suspendus à vos lèvres. Nous vous remercions. Alors, je vais commencer déjà par saluer l'assistance qui est présente dans la salle, saluer respectueusement les membres du jury en leur titre, grade et qualité, ainsi que l'équipe concurrente ici à ma droite. Déjà, je vais commencer par recentrer le débat. Le précédent intervenant nous a un peu embrouillé par rapport à ce qui est en réalité. Il a fait une confusion notoire entre avortement, interruption volontaire de grossesse et interruption médicale de grossesse. Il a parlé notamment de malformation congénitale qui pourrait justifier un avortement. Je lui apporte l'information selon laquelle une malformation congénitale qui autorise un avortement n'est pas une IVG plutôt, mais une interruption médicale de grossesse. Déjà. Ensuite, les propos de mon prédécesseur m'ont surtout frappé. J'ai manqué de pleurer. Parce que c'est sans effet sur moi. Vous nous avez décrit une situation d'une jeune fille qui s'est laissée aller à une fête d'école et qui a commis des erreurs. Laissez-moi vous dire, le sein maternel, c'est le berceau de la vie. Le sein maternel, c'est là où la vie est donnée à l'enfant qui veut naître. Autoriser l'IVG aujourd'hui, ce serait comme transformer cette demeure de la vie en un mouroir, un couloir de la mort. Je dirais même plus. La vie humaine n'a-t-elle plus de prix? Ce serait que de répondre oui à cette affirmation en légalisant l'interruption volontaire de grossesse. La vie est sacrée. Je dirais même plus, il faut la consacrer. C'est ce qu'a su bien faire la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 3 qui dit ceci. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Mais je voudrais qu'on s'attarde sur la partie « Tout individu a droit à la vie ». Cette loi fondamentale, dont nous sommes tous au courant du contexte dans lequel elle a été élaborée, garantit ce droit fondamental à tout individu, ce droit à la vie. Mes amis, ici présents, ne manqueront pas de vous apporter plus de précision et d'éclaircissement par rapport à notre position sur la question. Et vous présenteront en réalité l'IVG, qui est en réalité un euphémisme pour désigner avortement sous son vrai visage que nous qualifions de meurtre. Je vous écoute. C'est une figure de style en français qui permet d'atténuer la vérité d'une situation choquante. Je vous écoute. Mais vous reconnaissez que c'est la même chose, même si c'est dit d'une autre manière. Deux mots synonymes veulent dire la même chose, mais n'ont pas toujours le même sens dans tous les contextes. Je m'explique. Quand on parle d'avortement, ça revêt automatiquement un caractère illégal. On est d'accord. Mais quand on parle d'IVG, c'est qu'on veut légaliser
quelque chose qui est normalement illégal. Vous me comprenez? Alors, je vais continuer par dire ceci. Nul n'est sans ignorer l'adage africain qui dit « Lorsque l'enfant naît, le cercle de famille applaudit à grands cris ». Je finirai donc en nous disant pourquoi devrions-nous nous priver de ce plaisir. Merci. Merci. Avant que je n'aille dans mon raisonnement, je vais attaquer un argument qui a été avancé par l'équipe qui est en face de moi, l'équipe adverse. Il a dit, à la fin de son allocution, que l'enfant qui naît, qu'on sait en Afrique que l'enfant est d'une importance indéniable et que l'enfant qui naît doit être reçu par des acclamations de sa famille. Et si l'enfant doit être né et on doit le déposer sur des tas d'ordures, là je pense que c'est les ordures plutôt qui applaudiront et non la famille. Non, merci. Et cette assemblée pense que l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, doit être légalisée. Nous, membres de la proposition, nous soutenons fermement que l'IVG doit être légalisé, car refuser une telle légalisation serait une façon de violer le droit des femmes. Elle doit être légalisée. Point d'information. Non, merci. Afin d'éviter les conséquences, les douloureuses conséquences qui découlent des avortements clandestins. Et vous-même, vous savez, l'avortement clandestin consiste à avoir recours à des méthodes à risque, surtout celles basées sur la pharmacopée traditionnelle, l'insertion d'objets dans l'utérus de la femme, l'utilisation de médicaments en surdosage et les produits chimiques. Et vous convenez avec moi que ceci n'est pas exempt de conséquences. Les conséquences les plus notables et les plus... Oui, je vous prends. Pensez-vous que l'utilisation des médicaments au niveau des avortements clandestins ne se fait pas aussi au niveau de l'interruption volontaire de la grossesse? Monsieur, là, dans ce cas, c'est un cas exceptionnel. Parce que si c'est autorisé, si c'était autorisé, là, il doit y avoir des centres hôpitaux spécialisés en la matière pour faire le travail des médecins qualifiés à la tâche. Mais ce qui se fait clandestinement, sincèrement, vous-même, vous savez que, oui. Ne pensez-vous pas qu'au lieu de mettre en place ce genre de centres spécialisés, on pourrait mettre en place des centres qui allaient accompagner ces jeunes filles-là qui tombent enceintes de façon involontaire ou bien ayant commis des erreurs de jeunesse pour les accompagner? Parce que preuve en est qu'il existe des personnes qui sont nées d'avortement et de viol. Mais les appuyer comment? Si l'individu, si la fille qui est impliquée dans un tel acte ne se prononce pas, et si elle voulait gérer clandestinement sa grossesse, comment vous voulez que la société les soutienne? Voilà. Donc, vous savez que l'avortement clandestin charrie beaucoup de conséquences. Entre autres, je veux parler des complications, les lésions des organes génitaux, des douleurs pelviennes chroniques, des infections, des hémorragies, des problèmes de stérilité et même le décès de la femme. Et je vous informe que selon une récente étude de l'OMS, la proportion d'avortements non médicalisés, je veux nommer des avortements clandestins, pratiqués dans le monde est passée de 44% en 1995 à 47% en 2003, puis à 49% en 2008. Et je continue en disant qu'en 2008, toujours par une étude de l'OMS, les avortements non médicalisés ont causé 220 décès pour 1000 actes. Au regard de cette statistique, nous affirmons et nous pensons qu'il faut soutenir, qu'on doit légaliser l'IVG pour permettre d'éviter les lourdes conséquences que charrient les avortements clandestins. Ensuite, l'IVG doit être également légalisé
pour permettre aux femmes violées par des inconnus de ne pas se retrouver seules à élever des enfants dont la paternité serait inconnue. Et vous savez que ces enfants, dans notre société, sont rejetés. C'est des enfants qui font partie de l'engeance qui n'est pas socialement admise. C'est des enfants avortés par la société. On les appelle des enfants bâtards. Vous en savez. Et enfin, je dirais qu'on doit légaliser l'IVG pour permettre de sauver la vie à la femme dont la poursuite de la grossesse serait dangereuse pour la maternité, pour la santé de la mère. Et ceci a été cautionné par beaucoup de pays. Et ils ont manifesté leur assentiment à la légalisation de l'IVG. Et déjà dans les années 1930, les pays comme la Pologne, la Turquie, la Suède, le Danemark, ces pays ont soutenu la légalisation de l'IVG. Merci. Vraiment, c'est horrible. C'est horrible et c'est cruel. Tout d'abord, je voudrais qu'on ressente le débat. J'ai ouï dire par l'équipe adverse des énormités et dans le même temps, ça s'installe une embryomanie totale dans leurs propos et dit. C'est navrant. Recentrons le débat, revenons dans le débat. Parce que j'ai été frappé aussi, touché, je dirais même étriqué dans mes oripeaux par leur argumentaire. Mais je le redis encore que moi-même j'ai manqué de pleurer comme l'avait dit le premier orateur de mon camp. C'est donc sans effet. A contrario, il vient de me renforcer dans ma position et me galvaniser même l'esprit. C'est vrai. Je trouve leur petite histoire très peu séduisante, mais pas du tout convaincante d'ailleurs. Sinon, comment comprendre que l'opinion veut supprimer la détresse pour recourir à l'IVG? Je veux nommer interruption volontaire de la grossesse. Nous ne devons pas faire de l'addition d'actes individuels une pratique collective, chers amis. Ne pourront-on pas regarder cet acte comme génocidaire et ceux qui l'auraient permis et encouragé comme un crime, comme coupable d'un crime? Quand même, il serait donc inconcevable et inhumain de ne pas penser que l'IVG est un acte meurtrier et une femme qui jette son dévolu, je veux bien dire, faire son choix sur ce genre de choses, doit s'attendre à un traumatisme, voire une stigmatisation en tant que meurtrière. C'est horripilant. Quelle horreur! Pas question de légaliser l'IVG. Vu que tout individu, qu'il soit issu d'une grossesse, consentie ou non, a droit à la vie, encore que nul n'ignore sa destinée. Je reviens pour vous dire que vous avez parlé de... Je vais vous prendre dans quelques instants. Veuillez prendre votre mal en patience. Je voudrais illustrer ce propos par le cas de Valérie Gâteau, née en 1989, suite à un viol, qui est élue Miss 2014 de la Pennsylvanie, un État des États-Unis d'Amérique. Oui, je vous prends, monsieur. Si l'IVG n'est pas légalisé, le cas de l'inceste, que pensez-vous de la gestion de ce cas? Très bien. Merci. Vous avez bel et bien dit le cas d'inceste. Je ne sais pas si vous maîtrisez l'inceste, mais je vais vous rappeler ce que c'est que l'inceste. C'est bien la relation qu'il y a dans une même famille, peut-être entre frères et sœurs. Certes, nous ne pouvons pas nous attarder à garder ces gens d'enfants, mais néanmoins, même si la naissance de cet enfant, je voudrais donc vous dire, je vais vous permettre de continuer, si ces enfants, aujourd'hui, quand même ont la possibilité de devenir quelque chose demain. C'est le cas, excusez, parce que l'émotion rentre déjà dedans, c'est le cas de Enrico Canceli, qui est un enfant qui est venu de ce cas, mais sa destinée est une autre aujourd'hui. Et même les enfants issus de la trisomie, également, ont leur part, ont leur responsabilité dans la vie. Il y en a d'autres qui sont des poètes aujourd'hui. Permettez-moi de continuer. Donc, en ce qui concerne
tout cela, il serait donc inconcevable et inhumain de ne pas penser que l'IGV n'est pas un maître. Et je dis que de même légaliser l'IVG serait une façon d'encourager le vagabondage sexuel, notoire et péremptoire d'ailleurs. Encourager l'IVG ne garantit en aucune manière la vie, car cet acte en apparence anodin n'est pas un acte bénin. Quand je veux parler de bénin, donc sans gravité et sans conséquence. Je ne parle pas de mon pays, vous comprenez? Donc, je voudrais pas trop monopoliser la parole et dire notre soutien indéfectible, sans condition d'ailleurs, provient encore du fait de l'existence d'un certain nombre de privilèges pour les enfants. Valérie Gâteau aujourd'hui, lorsqu'elle a été élue ministre de la Pennsylvanie en 2014, qu'est-ce qu'elle a dit, chers amis? Je remercie Dieu de m'avoir gardé en vie par l'intermédiaire de ma maman. Je vous remercie, cher public. Je voudrais, d'entrée de jeu, essayer de tempérer les esprits afin de lever une équivoque qui pourrait vous amener, chers membres du jury et respectables spectateurs, à nous prendre, nous qui sommes de ce côté, comme des hérétiques qui sont là pour promouvoir, faire la promotion de l'interruption volontaire de grossesse. Je pense que si on comprend bien la motion, il s'agit ici, aujourd'hui, non de tirer à boulet rouge sur l'avortement, autrement appelé l'IVG, ou soit d'en faire l'éloge. Il s'agit ici, aujourd'hui, de démontrer l'opportunité ou non de sa légalisation. Dans ce livre intitulé « L'interruption volontaire de grossesse », rédigé par Michel Ferrand, qui est maître de conférence à l'Université de la Grande Sorbonne, il est écrit que déjà le 17 janvier 1975 en France, après d'importants mouvements sociaux et à la sortie d'un processus parlementaire, on en est venu à légaliser, je veux dire, à autoriser l'interruption volontaire de grossesse. Vous reconnaissez qu'au Bénin, nous avons hérité, notre patrimoine juridique, je veux dire, et nos juridictions ont hérité du Code civil français. Et notre univers juridique est fortement inspiré par la France. Et la France, je ne suis pas là pour je ne suis pas là pour animer un complexe d'extranéité, mais reconnaissez que de grandes puissances, ayant pris acte de ce qui se passe, ayant compris l'évidence de la chose. Mon camarade tout à l'heure vous a montré qu'il vous a donné les chiffres. Aujourd'hui, l'avortement clandestin, non merci, l'avortement clandestin, c'est une évidence que l'ignorerait, qui vit dans une totale cécité. Je n'ai pas envie de vous agresser, mais c'est une réalité. Les gens prennent juste quelques comprimés, un verre de telle boisson que je ne vais pas nommer ici, pour avorter. Et vous allez au CNHU pour aller voir des cas de complications. Et simplement parce que la chose est réprimée. Même au Bénin, c'est réprimé. Vous voyez? Et lorsque on essaie de cloîtrer la femme qui n'est plus du tout le jouir d'aucune... Oui, je reprends. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'avortement, que tout avortement, l'IVG est aussi l'avortement. L'IMG dans ce cas aussi est quoi alors? L'IMG, comme vous le dites, oui, c'est dans la mise en œuvre de l'IVG. L'IMG, comme vous le dites, c'est dans la mise en œuvre de l'IVG qu'on trouve cela. Comment ça se passe? Lorsque, dans ces pays où l'interruption volontaire de grossesse est légalisée, il y a des centres médicaux spécialisés. C'est ça qu'on appelle interruption de grossesse médicalisée, suivie, aseptisée médicalement. C'est qu'il y a des hôpitaux spécialisés qui le font, des structures habilitées à le faire de façon officielle. On dit médicalement, c'est un adverbe que vous comprenez, vous êtes de grands intellectuels. Médicalement, c'est qu'on suit ça par un médecin habilité à le faire. Et je voudrais évoquer aussi le cas de l'inceste. Il advient dans des familles, là, au sorti d'un cocktail ou soit d'une petite réjouissance, deux jeunes gens se rencontrent. Et vous savez comment ça se passe aujourd'hui. On se rencontre le matin, on sème dans l'après-midi et dans la soirée, on consomme le fruit défendu. Et il advient que de jeunes gens, sans le savoir, se rencontrent comme ça et suivent le processus que je viens d'évoquer. Et ils en viennent là à une grossesse. Et c'est quand on doit faire ce qu'on appelle, non merci, c'est quand on doit faire ce qu'on appelle la prédote, qu'on se rend compte de ce que c'est des gens qui ont une liaison du point de vue du lien de parenté. Voulez-vous que, du point de vue scientifique, il est prouvé que lorsque les liaisons ADN sont trop proches, c'est-à-dire il y a une proximité, vous pouvez donner naissance à des enfants qui ont des anomalies. Est-ce qu'il ne faut pas, comme ces grands pays, la Suisse, ce n'est pas un petit pays, le Canada, il y a les États-Unis d'Amérique, c'est la Chine.
non merci, qui ont légalisé ça. On appelle ça avortement thérapeutique. Ça vise non seulement à sauver la mère, ça vise à éviter la naissance d'enfants présentant des anomalies, et c'est autorisé au Bénin. Vous savez? C'est autorisé au Bénin. Et il y a un autre phénomène qu'on appelle le phénomène des filles mères. Non merci, le phénomène des filles mères. Vous savez que dans notre pays, il y a les statistiques, du point de vue mondial, 6% des filles de moins de 15 ans ont déjà un enfant. Et c'est des enfants qui n'ont pas un niveau de scolarité donné, mais qui ont déjà une grossesse. Il faut qu'on permette à ces filles d'avoir une chance. Nous ne sommes pas là pour, comme des hérétiques pour promouvoir une pratique, mais constatons le fait. Il y a le fait social en sociologie. Et quand le fait social est là, il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge sur ça, mais de le constater et de trouver des solutions. Nous sommes là pour vous le dire, et nous ne nous lasserons jamais de le dire. Il faut qu'on légalise l'avortement pour éviter les inconvénients, les déconvenus et vraiment aberrants auxquels on en vient à assister. Je vous remercie. Chers membres du jury, encore une fois, permettez-moi de rappeler à mes chers collègues de l'opposition, de la proposition plutôt, excusez-moi, que tout avortement n'est pas IVG, c'est-à-dire interruption volontaire de grossesse. Le dictionnaire Larousse fait bel et bien le distinguo entre IVG, interruption volontaire de grossesse, et l'interruption thérapeutique de grossesse ou l'interruption médicale de grossesse. En quelques lignes, je vais peut-être rappeler cette définition-là. L'IVG, c'est bien sûr un avortement provoqué pour des raisons non médicales, chers amis, mais dans un cadre légal. Et l'IMG, c'est un avortement consenti pour des raisons médicales et autorisé comme tel. Permettez-moi d'aller plus loin dans mon argumentaire avant de prendre la parole. Je reste conforté dans la position de mon équipe et je continue à défendre notre profonde conviction selon laquelle l'IVG à aucun moment ne doit être légalisé. Pour étayer un peu cet argument que je viens d'énoncer, permettez-moi de rappeler quelques faits qui ont eu lieu en Asie. D'après des études du Fonds des Nations Unies pour la population sur la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Taïwan, pour ne citer que cela, il a été révélé que depuis les années 1970, que l'IVG a été autorisée dans ces pays, elle est détournée pour son usage. Elle est détournée de son usage initial pour des fins sélectives de sexe de l'enfant. Chers amis, pensez-y. Avant même que l'enfant ne naisse, on connaît son sexe. Et pour des causes familiales, pour des causes de prestige, d'honneur, de culte religieux, on se permet d'ôter la vie à ces enfants-là. Oui. Quelle religion, vous parlez de toute religion, quelle religion autorise cela? Permettez-moi de vous dire de ne pas m'amener sur ce terrain-là, tout simplement parce que la question religieuse, c'est une question qui dépend des convictions de chaque religion. Je ne fais que rappeler les résultats des études du Fonds des Nations Unies pour la population. Chers membres du jury, la culture de ces pays privilégie en effet la naissance des garçons pour des causes, comme je le disais, pour des causes de patrimoine familial, pour des causes d'honneur. Point d'information. Permettez-moi de continuer. Depuis les années 70 jusqu'à ce jour, il résulte de ces pratiques
un surplus de naissances masculines dans ces pays-là. Et ainsi un déficit massif de femmes. Le continent asiatique est ainsi devenu le seul majoritairement masculin. Et pour cause, l'autorisation de l'IVG. Permettez-moi de continuer toujours. En 90, Amartya Sen, dans New York Review of Books, affirmait qu'il manquait 100 millions de femmes en Asie. Ces chiffres ont été portés en 2005 à 163 millions, chers amis. Pensez-y. Doit-on vraiment légaliser l'IVG dans notre pays? Je ne le pense pas, car ce serait ouvrir la porte aux pires dérives éthiques et sociales et déresponsabiliser l'être humain du principe fondamental qui est la sienne, de donner la vie. Je vais m'arrêter en disant tout simplement ceci. La conscience humaine est interpellée face à ce problème-là, qui est aujourd'hui un sujet à controverse. Nous restons confortés dans notre position et nous sommes résolument contre l'avortement. Merci. Chers membres de l'opposition, vous êtes venus tout le temps parler de la différence entre l'IVG et l'IMG, je ne sais pas trop. Mais entre garder un enfant non désiré et après le jeter sur un tas d'ordures ou carrément expulser cet enfant, je ne sais pas quel choix vous ferez. Mais permettez-moi de vous donner une information. L'interdiction de l'interruption volontaire de grossesse est une atteinte au droit de la femme. Donc, au risque de priver la femme de ce droit, nous ne voyons pas la raison qui vous pousse à l'interdire. Pour défendre donc votre accession, vous aviez avancé des arguments tels que l'IVG est illégal, l'IVG est un acte meurtrier, c'est une horreur, c'est horrible. Et le deuxième orateur, ou troisième, excusez-moi, si je ne maîtrise pas l'ordre, dit plutôt qu'il remercie Dieu parce que sa mère l'a gardé. Mais c'est justement parce que votre mère vous désirait qu'elle vous a gardé. Il n'en est pas de même pour tous les enfants. Pensez-vous vraiment que ces arguments, quelle que soit la teneur que vous leur aviez conférée, font le poids devant un parent qui a perdu sa fille à cause d'un avortement clandestin? Point d'information. Non, merci. Devant un enfant abandonné par une mère violée, croyez-vous que vos arguments sont convaincants? Alors là, nous vous informons que non. Tout ce que vous aviez présenté ne nous fait pas démodre de notre point de vue. Par contre, mes coéquipiers vous ont présenté les raisons qui nous poussent à soutenir la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Légaliser l'IVG évitera les nombreuses pertes en vies humaines causées par l'avortement clandestin. Et puis, entre mettre un enfant au monde et l'abandonner ou interrompre sa grossesse, je viens à vous dans un instant, ou interrompre sa grossesse, le choix doit être immédiat. Il vaut mieux interrompre la grossesse qu'abandonner l'enfant. Je vous prends maintenant. En tant que femme, donc si vous tombez enceinte, vous allez avorter. Et d'ailleurs, savez-vous que pour l'interruption volontaire de la grossesse, si l'État légalise, c'est que l'État doit subventionner une partie. Pensez-vous que cette subvention ne pourrait pas servir à d'autres fins? Et encore qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau où les gens plaident pour l'eau. Merci pour la question. Je vous dirai en tant que femme que si j'ai désiré cet enfant, je le garderai. Mais si je ne le veux pas, je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois garder la grossesse, sachant très bien qu'après cela, j'irai jeter l'enfant. Point d'information. Oui, je vous prends. Vous posez-vous tout au moins la question de savoir ce que ces fœtus deviennent une fois expulsés de votre utérus. La question du trafic d'avortement se pose aujourd'hui dans certains pays. Qu'en pensez-vous? Là n'est pas le point de notre débat. Un
L'adage dit chez nous qu'il faut préserver la marmite et non la sauce. Ceci pour expliquer le fait que face à une grossesse à risque, la mère doit être sauvée. Dans le cas où l'enfant porté est un fruit de l'inceste, l'IVG permet à la famille de sauvegarder leur honneur. Enfin, la légalisation de l'IVG donnera une chance aux filles qui sont très tôt tombées enceintes de corriger leurs erreurs. Pas parce que nous approuvons la débauche sexuelle, non, loin de là, mais parce que tout le monde a droit à une seconde chance dans la vie. Vous aviez déjà épuisé vos 2 points d'information. Voyez vous-même alors les raisons qui font que nous défendons la légalisation de l'IVG. Il est donc nécessaire que l'IVG soit légale et non proscrite. Mon équipe et moi soutenons donc fermement la légalisation de l'IVG. Après tout, c'est aussi un droit de la femme. Je vous remercie. Bonjour à tous. Laissez-nous, s'il vous plaît, altérer l'euphémisme que nous suggère le thème d'aujourd'hui. Car nous ne voulons participer à aucune parade judiciaire pour voiler la vérité des faits. Nous pensons que dire peine de mort, par exemple, ne signifie que meurtre à la demande. Mais ressentons le débat. Concernant les raisons qui pourraient pousser une légalisation de l'IVG, nous attendons toujours, chers amis, vos arguments. Car les pays qui ont légalisé l'IVG n'ont toujours pas réglé le problème à la base. En France, par exemple, près de 40 ans après la loi Veil, les avortements clandestins n'ont toujours pas baissé. Pour preuve, l'Institut national d'études démographiques prouve cela. En plus, il a pu montrer que la tranche d'âge des femmes qui avortent le plus est celle des femmes en âge de procréer. Alors dites-moi, parlons-nous ici de mineurs? Je vous prends tout à l'heure. Aux États-Unis, par exemple, le docteur Brian Cloves, dans ses recherches, a montré que 99,16% des femmes qui pratiquent l'IVG le font pour la lifestyle. Entendez par cela que cela ne leur convient juste pas. Consentons d'accepter que les femmes victimes de viol ou d'inceste pourraient avoir le droit d'avorter. Je vous prends tout à l'heure. Mais dites-moi, chers amis, a-t-il déjà été prouvé que le délit de viol se transmet par les gènes? Alors, pourquoi devrions-nous autoriser des femmes à rediriger la colère qu'elles ont accumulée contre leur criminel vers un enfant qui ne sait même pas comment il a été conçu? S'il vous plaît, n'ajoutons pas au meurtre le viol. Nous allons vous dire ce qui risque de se passer le jour où nous légaliserons l'IVG dans ce pays. Nous ouvrirons la porte à toutes sortes de délits et de désordres. Déjà que nos autorités peinent à protéger les enfants des trafics, ils devront se battre contre le trafic de fœtus, contre les firmes qui transforment vos enfants en monnaie d'échange. Notre pays encouragera les dirigeants sous quelques prétextes de supériorité se mettront à supprimer des vies innocentes comme cela a été fait sous le régime d'Hitler. Oui, je vous prends. Vous pensez que ces pays qui ont légalisé l'interruption volontaire de grossesse sont des pays bêtes, ça? Vous ne savez pas que c'est parce qu'il y a un fait social et qu'ils ont trouvé une solution ad hoc pour résoudre le problème? J'aimerais vous dire que, bien vrai, comme vous le dites, qu'ils ne sont pas bêtes, ils n'ont toujours pas trouvé la solution, puisque le problème, comme je le disais, n'a toujours pas été résolu. Oui, je vous prends. On voudrait diminuer considérablement le nombre d'avortements clandestins.
Mais comme je viens de le prouver, cela n'a jamais été le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc, laissez-moi vous dire qu'il faut plutôt penser à une autre alternative. Imaginez, chers amis, que vous ayez peiné, lutté pour avoir un enfant, que vous chérissez déjà même avant qu'il soit né, et qu'un scientifique, sous quelques prétextes, vienne vous dire que votre enfant risque de devenir un cas social et donc il faudrait mettre fin à sa vie. Que feriez-vous? J'ai une amie de classe lorsqu'on était en 3e qui a eu recours à cet avortement. Et à un avortement clandestin. Et en face d'elle, elle a pu rencontrer une dame qui, après 40 ans, n'a toujours pas eu d'enfant. Je vous jure qu'après avoir discuté avec cette femme, elle a regretté d'avoir fait cet acte. Elle aurait bien voulu lui faire profiter de cette chance d'avoir un enfant. Alors, que faisons-nous de notre devoir de protéger notre société? Que faisons-nous de notre devoir de protéger nos enfants? Telle est la question. Je vous remercie. Le jury a fini son travail. Je vous demanderai de faire un grand banc pour tous les compétiteurs. Alors, la première équipe, celle qui a totalisé le plus grand nombre de points, c'est l'équipe de la Flash Naturellement, la deuxième équipe vient en deuxième position, mais je signale que la deuxième équipe a dû subir une pénalité parce que l'un des membres a dépassé le temps. Donc, ils ont 63 points. La Flash a 67 points. Alors, je remercie les uns et les autres et je vous encourage à continuer les efforts et vous deviendrez d'excellents débatteurs d'ici là. Merci beaucoup. Ok. Alors, vous pouvez vous saluer chaleureusement. Ah, je veux partir avec... Alors, félicitations. Félicitations.